Salut à tous, dans cette vidéo on parle d'espace à propos du sujet de Bac Métropole 2018 et vous avez vu le petit symbole, orthogonalité. En effet, il y a pas mal de choses à ce niveau là dans le sujet, d'où l'intérêt que je lui porte. Donc avant de mettre sur pause et de travailler le sujet, on va le présenter très globalement. Le but de cet exercice est d'examiner dans différents cas si les hauteurs d'un tétraèdre sont concurrentes, c'est-à-dire d'étudier l'existence d'un point d'intersection de ces quatre hauteurs. Alors, je reprends les choses dans l'ordre. Déjà, parlons d'intersection et de droite concurrente. Donc, le point d'intersection, c'est quoi la différence? Sa différence avec un point de concours. Eh bien, si je parle de trois droites du plan, trois droites seront séquentes lorsqu'elles auront a priori trois points d'intersection. Donc ça, ce sont des droites séquentes. Alors que trois droites concurrentes auront un point de concours lorsque ces trois droites sont finalement séquentes en un seul point, en un unique point. Donc là, dans ce cas-là, on dit concurrente. Et dans cet exercice, ce qui nous intéresse, c'est évidemment que les hauteurs, les quatre hauteurs d'un tétraèdre soient concurrentes. On rappelle que dans un tétraèdre MNPQ également, la hauteur issue de M, c'est la droite qui passe bien sûr par M et qui est orthogonale au plan qui est en face, le plan NPQ. Alors, comme le rappelle plutôt l'ami Wiki, les tétraèdres, ce sont des polyèdres de la famille des pyramides, composés de 4 faces triangulaires, 6 arêtes et 4 sommets. Et donc on va s'intéresser dans cet exercice à des tétraèdres dits orthocentriques. Ce sont des tétraèdres qui ont 4 hauteurs justement, qui sont concurrentes. Et le point de concours, c'est ce qu'on appelle l'orthocentre du tétraèdre. Mais ça, c'est une autre histoire. Allez, pause, on bosse, générique. Donc c'est parti pour cette partie A, où en fait on s'intéresse à des cas particuliers. Donc on va incruster nos tétraèdres dans ce cube ABCDEFGH, et on vous rappelle quelque chose d'important, si on vous le fait admettre, c'est parce que a priori on va s'en resservir par la suite, donc un coup de fluo, histoire d'y repenser quand on en aura besoin. On vous parle des grandes diagonales du cube, c'est les segments ou les droites si vous voulez, AG, EC, BH et puis FD. Et ben, ces diagonales dans un cube, elles sont concurrentes. Ça peut vous paraître plutôt évident, mais il faudrait le montrer. Là, pas besoin, on l'admet. Donc on part sur le tétraèdre ABCE. Pourquoi pas, je l'ai déjà dessiné, ABCE, on peut partir pourquoi pas pour une base ABC et puis comme sommet principal le point E. Donc on vous demande dans un premier temps de préciser la hauteur issue de E puis celle issue de C. Alors la hauteur issue de E, il faut partir de E et puis donc tomber orthogonalement sur le plan du bas. Ah ben, évidemment, vu qu'on est dans un cube, on a des angles droits un peu partout. Donc cette droite, cette hauteur, c'est la hauteur AE. Donc on commence par en parler. On va juste rappeler que AE est perpendiculaire au plan ABC, dans un cube. Et donc, tout naturellement, AE, c'est la hauteur. Alors on précise toujours, issue de quel point? Eh ben, du point E. Dans le tétraèdre qui nous intéresse, bien sûr, ABCE. On fait pareil avec le point C. La droite doit passer par C, elle doit être perpendiculaire au plan orthogonal plutôt, au plan qui est en face. Et si j'ai pris le point C, il me reste comme lettre A, B, E, donc perpendiculaire à la face de devant, c'est bien sûr la droite BC, puisqu'il y a un angle droit ici encore. Donc de la même manière, BC est orthogonal au plan ABE cette fois-ci, donc BC est la hauteur issue de C dans ce même tétraèdre. Voilà pour ces deux premières questions. On enchaîne avec la question B et on vous parle cette fois des quatre hauteurs du tétraèdre ABCE. Normal, on veut s'intéresser au point éventuel de concours entre ces quatre hauteurs. Donc, est-ce que ces hauteurs sont concurrentes? C'est la question. Alors, on peut se demander quelles sont ces quatre hauteurs. On en a déjà deux. On a parlé de deux hauteurs bien spécifiques pour l'instant, AE et BC. Et qu'est-ce qu'on a montré sur AE et BC? Eh ben, on a montré que c'était sûr, c'était des hauteurs. Et puis, il y en a une, AE, qui est dans le plan, dans la face gauche et puis dans la face de devant, donc dans deux plans, c'est l'intersection de deux plans. Et cette droite BC, c'est l'intersection de la face de droite, cette fois-ci, et du plan de dessous.
Donc on voit bien que c'est des plans qui n'ont aucun lien les uns avec les autres. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de ces deux hauteurs, AE et BC? Eh ben, elles ne sont pas du tout dans le même plan, elles sont non coplanaires. Et si AE et BC ne sont pas coplanaires, ça veut dire évidemment a fortiori qu'elles ne sont pas séquentes. Et donc, si on est en présence de deux hauteurs qui sont non séquentes, est-ce que ça vaut le coup de se poser la question si les quatre hauteurs du tétraèdre sont concurrentes? Bah évidemment non, hein. Si déjà deux ne se coupent pas, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Donc non, les quatre hauteurs ne sont pas concurrentes. Voilà pour cette première question qui met un point final à notre étude de ce tétraèdre. Finalement, on se rend compte qu'il n'est pas intéressant par rapport à ce qu'on nous on veut étudier. Donc on va partir sur un autre tétraèdre, le tétraèdre ACHF, et on va travailler dans un repère cette fois-ci, le repère A, AB, ADAE, c'est celui-là, hein, l'origine A, AB, ADAE, donc repère plutôt naturel. En revanche, où est le tétraèdre ACHF? Et bien en fait A, C, H, on va tracer ce triangle qui est équilatéral et qui est à l'intérieur du cube. Et donc le dernier sommet, c'est le point F qui vient ici. Alors nouveau cube pour faire ce tracé de A. Donc voici le tétraèdre qui est représenté sur ce nouveau cube. On va vérifier qu'une équation cartésienne de ACH, c'est-à-dire le triangle à l'intérieur là, qu'on pourrait appeler la base, est x moins y plus z égale 0. Alors première remarque, déjà c'est bien une équation cartésienne de plan, hein, puisqu'une équation cartésienne de plan, c'est du type ax plus by plus cz plus d égale à 0. Donc ici ça colle, on a bien une équation de plan. En revanche, est-ce que c'est l'équation de ce plan là? C'est ce qu'on va tester. Donc on commence par dire que c'est pas moins x, c'est x tout court. X moins y plus z égale 0 est bien une équation de plan. Du type ax carré plus plus by plus cz plus d égale à 0. Comment faire pour prouver que c'est le plan ACH? Eh bien, testons les points. Justement, vérifions que ces points appartiennent au plan. Alors le point A, ses coordonnées, c'est évidemment 0, 0, 0, c'est l'origine. Il appartient bien à ce plan que je vais appeler P, en fait. Ça va être plus simple. Il appartient à P, car on a 0, moins 0, plus 0, qui vaut 0. Le point C, le suivant, ses coordonnées, c'est 1, 1, 0. Donc vérifions également que ça fonctionne. On a 1, moins 1, plus 0 qui vaut bien 0. Donc tout va bien. Et le point H qui est ici, ses coordonnées c'est 0, 1, 1. Et pareil, ça fonctionne bien. Il appartient bien à ce plan car on a 0, moins 1, plus 1 qui fait 0. Conclusion, eh bien le plan P en question, et ben en fait c'est le plan ACH. Donc en effet c'est bien son équation cartésienne. Alors à quoi ça sert d'avoir une équation cartésienne? Eh bien vous avez vu en cours que dès qu'on a une équation cartésienne, on arrive à extraire un vecteur normal très facilement, c'est le vecteur de coordonnées ABC. Évidemment il y en a une infinité. Vous prenez un vecteur collinaire à ce vecteur ci et il sera également normal, mais on peut se servir de cette information. Alors à quel propos, à quel moment? Ben justement on vous demande de déduire que FD est la hauteur issue de F, du tétraèdre ACHF. Donc la droite qui passe, enfin la grande diagonale quoi, FD. Elle traverse le triangle au milieu, elle le coupe perpendiculairement. Donc c'est ce qu'on va prouver. On va s'intéresser au vecteur FD peut-être. Donc le point F, ses coordonnées, c'est quoi? C'est 1, 0, 1. Et le point D, c'est 0, 1, 0. Et donc on va grâce à ça constituer le vecteur FD. FD, coordonnées, vous le savez, hein, XD moins XF, donc ça fait 0, moins 1, moins 1, 1, moins 0, et puis 0, moins 1. Donc on se retrouve avec ce vecteur-là. Et ce vecteur-là, si on
compare au vecteur normal, comment dire, qui est évident par rapport à l'équation de la droite, ce vecteur normal, ce serait 1, moins 1, 1. Donc on voit en fait qu'il est collinaire à celui dont je viens de parler, puisqu'il suffit de tout multiplier par moins 1. Si ça ne vous satisfait pas, on peut très bien parler du vecteur df, pourquoi pas. L'opposé, c'est donc 1, moins 1, 1, et là on trouve totalement le vecteur, enfin un vecteur normal qu'on arrive à lire dans l'équation. Donc ce vecteur, c'est un vecteur normal au plan ACH, mon fameux plan que j'avais appelé P. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la droite FD, c'est donc la hauteur issue du point F dans ce tétraèdre, toujours, hein, évidemment. Et donc, une fois qu'on a ce résultat, on va par analogie préciser les hauteurs du tétraèdre ACHF de manière plutôt symétrique, qui passe par A, par C et par H. Alors, respectivement, je vais les écrire ici, hein. La hauteur issue de A, ça va être AG. Donc on relie avec le sommet opposé du cube, donc AG, déjà respectivement. Après, pour C, qu'est-ce qui est en face? Le point E, donc ça va être CE, c'est celle issue de C, donc. Et puis la dernière, issue de H, le point H est ici, le point du cube en face, c'est B. Donc HB issue de H. Donc on aurait été obligé de refaire le même type de raisonnement. C'est très simple mais très répétitif, donc on ne le fait qu'une fois. Et voilà, on a finalement nos 4 hauteurs du tétraèdre qui est dessiné ici. Les 4 hauteurs du tétraèdre sont-elles concurrentes? Autrement dit, est-ce que mon tétraèdre est orthocentrique? Eh bien oui. Alors pourquoi il l'est? Parce que les 4 hauteurs qu'on a trouvées, ce n'est pas n'importe quoi, hein. Regardez, j'en reparle. DF c'est celle-ci, HC, pas du tout HC, EC, pardon, AG et puis HB. Mais en fait, c'est les grandes diagonales de mon cube. Et donc, qu'est-ce qui a été admis au tout début d'exercice? C'est que les grandes diagonales sont concurrentes. Donc, on va juste dire en question C, les hauteurs du tétraèdre sont les grandes diagonales du cube. Donc, elles sont en effet concurrentes. Conclusion, celui-là, tétraèdre, est très intéressant. C'est un tétraèdre orthocentrique. On va pouvoir s'y intéresser, pourquoi pas. Partie B, donc, une propriété des tétraèdres orthocentriques, qui sont des figures assez riches. Donc là, c'est un tétraèdre quelconque, hein. On va l'appeler MNPQ. Les hauteurs issues de M et de N, eh bien, elles sont séquentes en un point K. Donc en fait, ce point K, vous le savez, hein, c'est aussi le point d'intersection des autres. C'est ce qu'on appelle l'orthocentre. Ici, juste des petits codages, il n'y a pas le pied des hauteurs, hein. Il n'a pas de nom, donc c'est qu'a priori ce n'est pas si important que ça pour la partie. En tout cas, les droites MK et NK sont orthogonales au plan. NPQ, c'est le plan du bas, et puis MPQ, le plan sur la droite, là, respectivement normal, puisque ce sont les hauteurs. Donc, première question, on va justifier que la droite PQ est orthogonale au plan, à la droite MK, pardon. Justifier que PQ, donc, c'est la droite que je vais dessiner ici. On va montrer que PQ est orthogonale à la droite MK. La droite MK, c'est la hauteur que je dessine ici. Alors pourquoi ces deux droites sont orthogonales? Eh bien en fait, vu que MK c'est la hauteur, on peut dire que MK c'est orthogonal au plan NPQ. Ça c'est clair, c'est la définition d'une hauteur qu'on vous rappelle en tout début de partie A, juste avant même. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire de la droite QP? La droite QP, eh ben, elle fait partie intégrante du plan NPQ. Hein. Donc, on va mettre que c'est inclus dans le plan. On ne met pas appartient, hein, avec un petit trait, on met inclus. Un point appartient à un plan, mais une droite est incluse dans le plan NPQ. Et donc, j'ai une droite orthogonale à un plan.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette droite est orthogonale à toutes les droites du plan, en particulier PQ. Donc, conclusion. La droite MK est orthogonale à la droite QP ou PQ. C'était la première question. On admet de même que les droites QP, toujours la même, et puis NK sont orthogonales. Bah oui, on procéderait de la même manière, bien sûr. Hein. On dirait que NK est orthogonale au plan de droite, et donc, a fortiori, orthogonale à toutes les droites de ce plan. Or, QP en fait partie, donc NK est orthogonale à QP. J'espère que c'est suffisamment clair. Ça, c'est quelque chose d'important. Question B. Que peut-on en déduire de la question précédente relativement à la droite PQ et au plan MNK? Eh bien, si je fais un résumé, on a MK qui est orthogonale à QP. Ça, d'accord? C'est ici. Et autrement, QP, c'est aussi orthogonal, c'est ce qui a été admis ici, à NK. Donc, j'ai une droite qui est orthogonale à deux autres droites d'un même plan. Hein, et on va même préciser que ces deux droites, ce ne sont pas n'importe quelle droite. Ces deux droites-là, en fait, elles appartiennent au plan MNK par définition, mais surtout, elles sont séquentes. Ça, c'est important. Hein. Or, MK et NK sont séquentes. Tout ça, ça implique que QP est orthogonale au plan MNK. Si ces droites n'avaient pas été séquentes, si elles avaient été par exemple parallèles, voire même confondues, on n'aurait pas pu conclure sur l'orthogonalité de cette droite QP par rapport au plan MNK, puisque le plan n'aurait été défini finalement que par 2 points. Là, c'est vraiment 3 points distincts qui constituent un triangle, si vous voulez. Je peux préciser que MK et NK sont séquentes en K, même si c'est évident. Donc QP est orthogonale au plan MNK. Ça, c'est vraiment important. Je fais un dernier dessin histoire de reclarifier tout ça si ça ne l'est pas. Quand est-ce qu'une, par rapport à un plan, quand est-ce qu'une droite est orthogonale à ce plan? Eh bien, en fait, quand elle est orthogonale à deux droites séquentes du plan. Donc, voilà pour ce point. Question 1B, c'est fait. Question 2. On va montrer, cette fois-ci, que MN et PQ sont orthogonales. Et ben, on va utiliser un peu le même ressort qu'au début. Hein. On vient de montrer que la droite PQ est orthogonale au plan MNK. Ça veut dire que PQ est orthogonale à toutes les droites du plan MNK. Ben, en particulier MN. Hein. Donc on va repréciser que MN, c'est une droite, je le mets comme ça, hein. C'est une droite du plan MNK. Conclusion, PQ est orthogonale à MN. Et donc ça nous permet d'arriver à la conclusion suivante. On va mettre en évidence une propriété, c'était quand même le but de la partie B, des tétraèdres orthocentriques, c'est-à-dire des tétraèdres dont les hauteurs sont concurrentes en un point. Et bien, dès que vous avez un tétraèdre orthocentrique, ça implique que les arêtes opposées sont orthogonales. Alors, on va redéfinir ce que c'est que des arêtes opposées. Des arêtes opposées, ce sont des arêtes qui n'ont pas de sommet consécutif. Bah, en particulier, QP et puis MN, que je vais peut-être tracer un jour quand même. MN, c'est cette arête-là. Donc l'arête MN est orthogonale à l'arête QP. Vous voyez, ce sont des arêtes en fait qui sont entre guillemets l'une en face de l'autre, qui n'ont pas de sommet en commun. Et bien de la même manière, par exemple, on pourrait montrer que NP est orthogonale à QM. Ou alors que MP est orthogonale à NQ. Donc voilà, ce sont des propriétés, c'est une propriété des tétraèdres orthogonaux. Tétraèdres orthogonaux impliquent arêtes opposées, à définir ici, perpendiculaires. Partie C, application. On va appliquer ce qu'on a découvert. Je l'ai réécrit ici. Si un tétraèdre est orthocentrique, c'est-à-dire si ses hauteurs sont concurrentes, alors ces arêtes opposées, c'est-à-dire les arêtes qui n'ont pas de sommet en commun, sont orthogonales. Et donc, dans un repère orthonormé, on considère 4 points, RSTU, donc on crée évidemment le tétraèdre RSTU, et on se pose naturellement la question, est-il orthocentrique? Justifié. C'est une question ouverte, où on vous demande de réfléchir un peu. C'est pas compliqué à faire, mais il faut avoir la bonne idée de départ. Alors,
on a ce tétraèdre, on a 4 points. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir parler d'arêtes. On va pouvoir parler du fait qu'elles sont orthogonales ou pas. Vous savez que le produit scalaire permet parfaitement de répondre à ce type de problème. On va calculer un produit scalaire et puis essayer de montrer que c'est nul. En revanche, si on y réfléchit, si on calcule des produits scalaires et qu'on montre qu'ils sont nuls, est-ce qu'on aura un tétraèdre orthocentrique? Sûrement pas. Sûrement pas, puisque ce qu'on a montré, c'est une implication. Si le tétraèdre est orthocentrique, alors forcément les arêtes opposées sont orthogonales. En revanche, on ne sait rien de la réciproque. Peut-être qu'elle est vraie, mais on ne l'a pas montré, donc dans le doute, on ne peut absolument pas l'utiliser. En revanche, si on arrive à calculer ces produits scalaires et à en trouver un qui n'est pas 0, ça voudra dire que les arêtes opposées ne sont pas orthogonales et donc que le tétraèdre n'est pas orthocentrique. Donc on pourra répondre clairement non, il ne l'est pas, si jamais on a la chance d'avoir des arêtes opposées non orthogonales. Mais c'est à peu près la seule chose qu'on peut faire. Ça, c'est ce qu'on appelle la contraposée. Quand vous avez une propriété A implique B, c'est ce qu'on appelle une implication. Écrire non B implique non A, c'est ce qu'on appelle la contraposée. C'est ce qu'on utilise parfois au collège quand on montre qu'un triangle n'est pas rectangle. On vérifie que l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée, donc le triangle n'est pas rectangle. C'est la contraposée. Et bien justement, tentons. Donc RS et U, on va créer deux vecteurs, donc lesquels, je sais pas moi, TS, TS ça donne quoi en votre honneur? Donc une formule, XS moins XT au moins une fois, YS moins YT, et puis ZS la cote moins ZT, surtout pas de signe égal, donc là j'oublie la flèche, pardon. Donc TS ça donne quoi? XS c'est 1 moins 4, c'est-à-dire moins 3, 4 moins moins 1, c'est-à-dire 4 plus 1, ça fait 5, et puis moins 2 moins 5, qui donne moins 7. Voilà un premier vecteur, TS. Je vais utiliser, donc ça représente, ça dirige la droite TS. Je vais parler de la droite RU maintenant. Pourquoi pas? Donc RU directement, XU4 moins XR moins 3, donc 4 moins 3, ça fait 7, 7 moins 5, ça fait 2, et 3 moins 2, ça fait 1. Et là, je calcule le produit scalaire, TS scalaire RU. Pareil, je rappelle la formule que je mets en couleur. Donc, X de TS multiplié par X de RU plus Y de TS multiplié par Y de RU plus Z de TS multiplié par Z de RU, qui donne ici un truc qui a priori ne donne pas 0, moins 3 fois 7, déjà moins 21, plus 5 fois 2, plus 10, c'est mal embarqué, plus moins 7 fois 1, donc moins 7. Moins 21, moins 7, moins 28, moins 18, ce n'est pas 0. Qu'est-ce qu'on va pouvoir conclure? On va pouvoir conclure que TS et RU, les deux droites, ne sont pas orthogonales. Or, c'était des arêtes opposées. Donc, par contraposé, on va pouvoir conclure assez rapidement que RSTU n'est pas orthocentrique. Voilà pour cet exercice, j'espère que c'était suffisamment clair. On a un peu travaillé sur l'orthogonalité. Une première partie un peu plus longue, mais en fait pas grand chose à l'intérieur, quelques propriétés de base vraiment, que je vous laisse revoir si jamais c'est pas clair. N'hésitez pas à partager cette vidéo, c'est ce qui fait monter la chaîne dans l'algorithme de YouTube. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures et bonne révision, bon courage, allez, on s'accroche. Si l'espace d'un instant, cet exercice t'a mis d'équerre, partage-le, mets-le en avant
abonne-toi, commente et lève le pouce en l'air.